Bonjour à tous, comme chaque lundi vous écoutez votre émission hebdomadaire de tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout mais surtout de rien. Aujourd'hui avec moi j'ai trois personnes. On commence avec Seb qui est là à nouveau en invité pour nous écouter, pour participer. Comment ça va Seb ? Salut à tous, ça va très bien, merci. Super, fantastique. J'ai également Ben, donc du coup à ne pas confondre avec Benoît maintenant, donc on va t'appeler Benjamin, Ben des fois de temps en temps pour que les gens ne confondent pas, qui va nous parler d'un petit truc un peu particulier aussi. Oui, alors moi aujourd'hui je vais vous parler de science-fiction post-apocalyptique. Ah yes, ça donne très 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 envie d'en savoir plus là-dessus. Et enfin notre dernière invitée, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu, je pense un mois et demi. Je vais bien sûr parler de Jules qui revient pour sa 3e émission. Comment vas-tu Jules aujourd'hui ? Bonjour. Ça va plutôt bien. Et vous ? Écoute, moi ça va à peu près. Je sors du boulot donc je suis un peu claqué, mais Ben aussi d'ailleurs, du coup j'imagine. Ah oui, c'est vrai que vous revenez du boulot, oui. Oui, parce que Ben et moi travaillons au même endroit. Toutes mes pensées pour vous, pour cette journée de travail harassante. Merci. Et du coup, Jules, tu voulais nous parler de quelque chose en particulier aujourd'hui ? On va commencer avec toi parce qu'il est fort probable que tu nous quittes en milieu d'émission. Du coup, je te laisse commencer, je te laisse la parole. Eh bien, merci Marc. Moi, je vais vous parler de temporalité perdue. Yes. Alors, en fait, comment ça commence ? Ça commence par une recherche de vacances, tout simplement. En fait, je cherchais à partir à l'aventure, un peu à m'immerger en pleine nature, un peu loin de tout. Bon alors au départ, j'ai pensé au Yukon, au Canada, un peu bercé quand j'étais gamin par le film Le Dernier Trappeur, je sais pas si vous voyez, ou par les vidéos un peu plus récentes sur YouTube du survivaliste préhistorique Kim Patch. C'est un Suisse qui part un peu dans la forêt, dans la forêt du Yukon avec les mêmes techniques qu'au Paléolithique. Ouais. Mais bon, ça faisait un peu loin, un peu cher. Donc j'ai essayé de chercher quelque chose de plus proche, de plus envisageable. Et après quelques recherches, je me suis tourné vers une autre portion du monde qui est plus proche, mais moins médiatisée, c'est la Laponie. D'accord, ah oui. Et plus particulièrement sur un chemin de randonnée assez mythique au-delà du cercle polaire qui s'appelle le Kungsleden Trail. C'est un sentier qui fait des centaines de kilomètres, qui vous permet de relier le nord de la Suède à sa partie sud. Et donc généralement, quand on parle du Kungsleden, on parle de la partie nord du sentier, donc au-delà du cercle polaire, qui vous permet donc de marcher sur des centaines de kilomètres avec rien autour, mais les habitations les plus proches sont à des centaines de kilomètres. Il y a absolument rien autour de vous. C'est des plaines immenses, un sentiment de nature sauvage, d'isolement, avec des troupeaux de rennes presque sauvages qui se baladent sur le chemin des fois. Donc voilà, c'est vraiment le pied là pour le coup. Je me suis dit sur le moment, c'est sympa parce que ça pourrait vraiment me donner l'impression de me retrouver il y a 40 000 ans au niveau de notre très chère Ardèche. Et c'est là que la question m'est venue, question salvatrice, puisque je cherchais justement une thématique d'épisode. Existe-t-il un endroit où l'impression d'être en plein cœur de la préhistoire ne serait pas vraiment qu'une impression ? Un endroit suspendu du temps, un monde perdu resté à peu près semblable. Alors je vous propose donc de partir à la recherche de paysages paléolithiques disparus. Est-ce qu'il en existe et si oui, où ça ? Alors tout simplement déjà, il va falloir qu'on définisse ce qu'on veut, ce qu'on recherche avant de commencer à le chercher. Ce qu'on recherche donc c'est le paysage du paléolithique. Paléolithique européen, comme on pouvait le trouver dans le sud de la France il y a à peu près 40 000 ans. Alors, globalement, on va le disséquer en deux ensembles. Déjà, c'est un environnement climatique, qui définit bien un climat particulier, assez froid, et ça va être également un ensemble de végétation. Donc cet ensemble, climat-végétation, on va le mettre de côté, et puis dans le même temps, c'est aussi une mégafaune, c'est aussi des espèces vivantes qui vont interagir avec ce milieu et qui vont le former tous ensemble. Donc je vous propose de commencer par le côté végétation climat. À l'époque, on a un biome qui s'appelle la steppe à mammouth. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est à peu près l'endroit de toute façon où vivaient les mammouths, qui vivaient en fait en défrichant un peu l'herbe, les graminées environnantes. Il y a encore des discussions quant à la nature de cette steppe à mammouth, mais voilà, c'est plutôt de grands espaces herbeux, très peu d'herbes, d'arbres, d'éléments dans ce genre. C'est un biome qui allait de l'Espagne au Canada en passant par la Chine, donc ce qui en faisait le biome le plus étendu à l'époque, au niveau de la surface de la Terre. Et ce biome a disparu il y a environ 12 000 ans. Certaines plantes ont irrémédiablement disparu. On ne pourra pas le retrouver entièrement. Mais est-ce qu'il y a des endroits qui s'en approchent ? Alors, où trouver déjà des conditions de température similaires au dernier âge glaciaire ? Au nord de la Sibérie, dans l'Alaska et dans le Yukon, on a des choses qui sont assez proches au niveau du climat. Mais l'endroit qui reste le plus similaire à cette époque, c'est un endroit qui s'appelle la région d'Altaï Savane.
C'est une zone de l'Altaï, donc une montagne de l'Eurasie centrale, et certaines études polyniques et des reconstitutions de la steppe à mammouth originelle suggèrent que cette région du monde pourrait être la plus proche analogie du biome paléolithique qu'on recherche. À savoir que c'est un environnement donc, qui est resté en fait tel quel depuis 40 000 ans. Donc on est vraiment très très proche. D'accord. Et on n'arrivera pas d'ailleurs à s'avancer davantage. Mais il y a un détail qui manque, justement, c'est la faune. Il n'y a plus vraiment de grands herbivores semblables à ceux qu'on avait à l'époque, qu'on peut observer dans cette partie donc de l'Altaï Sayam. Je vais écorcher des mots, mais de manière absolument gratuite pendant ça, parce qu'on va beaucoup parler justement d'Europe centrale. Donc un autre endroit voilà, où on va pas retrouver exactement la même vraisemblance, mais on reste quand même très proche, c'est la région donc de l'Iloxailulgem, sud de l'Altaï, encore une fois ma prononciation n'est pas à prendre au pied de la lettre, et des sites de Karoursnour et Ouvsnour. C'est donc 3 endroits, à peu près proches géographiquement, donc toujours sud de l'Altaï, qui sont assez proches de la steppe paléolithique, un peu moins que le silt d'Altaï savane dont on a parlé avant, mais qui ont, eux, servi de refuge à des rennes et à des antilopes saïga depuis la dernière ère glaciaire. Ah, cool. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est que l'antilope saïga, c'est donc une antilope eurasienne qui aujourd'hui est très rare, qui a la particularité d'avoir une petite trompe, qui lui permet de réchauffer l'air en fait, l'air froid. Et ça, donc ces antilopes saïga étaient très courantes au paléolithique supérieur, et c'est vrai qu'aujourd'hui on en trouve plus beaucoup. Cette zone-là est donc assez intéressante parce que, bon, bien qu'elle soit un peu moins proche au niveau végétatif que l'Altaï Sayan, on arrive déjà à voir par contre un peu de faune, qui font partie du paysage en lui-même, qu'on aimerait pouvoir retrouver. Mais il y a beaucoup d'animaux qui manquent à l'appel. Il est clair qu'on ne trouvera plus aujourd'hui de mammouths, de lions des cavernes, etc. Donc la question se pose, quels animaux reste-t-il de cette époque? Donc je vous ai dit, on retrouve des rennes, on en retrouve à peu près sous toutes les latitudes, pas du tout, mais disons sur plusieurs pays, on a énormément de rennes semi-sauvages dans la plupart des zones de l'Europe, zones froides, j'entends, et des caribous dans le nord américain, ce qui sont à peu près leur équivalent. Pour les bœufs musqués, on en a dans l'extrême nord canadien, dans le Groenland, on a quelques individus dans des parcs nationaux norvégiens. Pour les saïgas, je vous l'ai dit, on n'en trouve pas beaucoup. Elles sont vraiment sur le déclin, on en trouve sur les 3 zones dont je vous ai parlé auparavant, les trois petits biotopes dans le sud de l'Altaï. On en trouve aussi dans 3 zones d'Afghanistan, mais bon, question climat, on s'éloigne très clairement de steppe à mammouth. Et on en trouve, en règle générale, beaucoup moins. C'est-à-dire que dans les 15 dernières années, 95% des effectifs qui étaient déjà faibles ont disparu. Donc voilà, on est vraiment sur un déclin assez prononcé. La question vient la question des bisons. Alors les bisons, oui et non. Disons que les bisons paléolithiques, c'est les bisons des steppes, et eux, on en a plus. Ils avaient des corps bien plus longs que les bisons européens actuels, et eux, ils ont disparu il y a environ 9000 ans. Donc on n'arrivera pas à les retrouver. Par contre, on a toujours le bison européen. Alors il a failli disparaître dans les années 20. Dans les années 20, il faut savoir qu'il n'y en avait plus que 54 de vivants dans plusieurs zoos de Russie, et qui venaient directement du Caucase. Donc de 54 représentants aujourd'hui, on a réussi à les protéger, on en a beaucoup plus. Et c'est aujourd'hui donc une espèce protégée qui est visible dans plusieurs parcs à travers le monde, dont la France, en Lozère et dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Au niveau de parc, donc pas en liberté. Ouais, bien sûr. Vient la question des chevaux. Est-ce que vous avez une idée du cheval paléolithique, en tout cas de celui qui s'en approcherait le plus aujourd'hui? Il y a généralement un nom qui revient. Je pense que Ben et moi on sait, on va laisser peut-être répondre Oui. Seb. Pas du tout. Généralement, en tout cas c'est la réponse de mes parents, c'était le cheval de Przewalski. Je sais pas si c'est ce que tu t'attendais à dire, Marc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est généralement ce qui revient, c'est un cheval donc qui vivait à l'état sauvage en Zungari, donc vraiment perdu au niveau de la Mongolie, et qui a été découvert en 1879 par l'explorateur Milaïkovitch Przewalski, d'où le nom. Ah, ça je savais pas, tu vois. Et c'est un animal qui a été réintroduit en semi-liberté en Mongolie, en Chine, dans les environs de Tchernobyl. Bon, pour eux, pour le coup, ils sont totalement en liberté. Mais aussi en Belgique, dans le domaine des grottes de Han, donc c'est un parc, et en France, notamment sur le plateau de Cosméjean en Lozère. Vous pouvez voir des chevaux de Przewalski en France, en semi-liberté, pour le coup. Et c'est effectivement la plus ancienne population de chevaux à l'état sauvage. En effet, les traits sont particulièrement proches des images laissées par nos ancêtres. Alors la question se pose, c'est eux? Pas vraiment en fait. En fait, les chevaux de Przewalski, effectivement, c'est la plus ancienne population de chevaux à l'état sauvage, mais leurs ancêtres ont été domestiqués il y a environ 5500 ans par la culture Botaï au Kazakhstan, avant de redevenir sauvages. Donc c'est pas tout à fait, en fait, c'est effectivement les plus anciens chevaux à l'état sauvage, mais c'est pas vraiment des chevaux paléolithiques comme on pourrait l'entendre. En fait, le véritable cheval paléolithique, c'est le cheval de Tarpan, qui lui, pour le coup, a totalement disparu. Alors il vivait encore aux abords de la mer Noire, de la Pologne, de l'Ukraine et de la Roumanie au XVIIIe siècle, et le dernier individu a disparu en 1887 au zoo de Munich.
Donc on a à peu près des images ou des descriptions de ce à quoi ils pouvaient ressembler. Et justement, ça a excité des passions. Aujourd'hui, on peut retrouver des animaux semblables grâce à la détermination de Lutz et Heinz Eck, des Allemands qui vivaient dans les années 1930. À l'époque, vous imaginez, donc des Allemands en 1930, il y a un idéal de retour à une nature originelle, brute, sauvage. Voilà, le truc originel, quoi. Ouais. C'est pas pour rien que après l'Allemagne nazie va émerger. Hein. En cherchant donc cette race aryenne originelle, on est dans un imaginaire romantique de cette origine, si vous voulez. Et ça se retranscrit aussi au niveau des animaux. Et donc, ces deux frères, Lutz et Heinz Heck, travaillaient au zoo de Munich. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné des chevaux jusqu'à se rapprocher au maximum de l'aspect des chevaux de l'époque. D'accord, ah oui. Et ils y sont arrivés. Par croisement successif d'animaux, ils ont réussi à donner des chevaux qu'on appelle aujourd'hui les chevaux de Heck, du nom des deux frères. Et phénotypiquement, ils sont assez proches, voire extrêmement proches, des chevaux de Tarpan. D'accord. Et au même moment, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il y a un Polonais qui s'appelle Tadeusz Vetulani, Ouais. qui va donc lancer exactement le même projet en fait, en se basant sur les mêmes bases. Donc c'est vraiment un climat de l'époque qui va amener deux chercheurs à avoir à peu près la même approche. Et donc lui aussi va obtenir des chevaux qui sont à peu près similaires, qu'on appelle les chevaux coniques, qui sont très proches des chevaux de Heck, mais très vite il va y avoir l'invasion nazie de la Pologne, Ouais. et ces chevaux de coniques vont être assemblés, c'est pas vraiment le terme, ils ont fusionné avec les chevaux de Heck. Donc voilà, aujourd'hui, on a des chevaux, parce que ces chevaux ont subsisté, on les a amenés aux États-Unis pour les protéger, on les a intégrés dans pas mal de parcs nationaux ou autres, et donc ces chevaux, qu'on appelle tantôt les chevaux de conique ou les chevaux de Heck, ou les chevaux de Tarpan reconstitués, peuvent aujourd'hui être observés à travers le monde. Et c'est techniquement les plus proches, physiquement parlant, des chevaux de Tarpan qui ont pu être peints à Chauvet, par exemple. D'accord, ok. Et dernier animal, le roc. Alors là encore, on est d'accord, le roc est totalement éteint. Le dernier a été battu en 1627 en Pologne, dans la forêt de Jakotrow, par un noble local. À l'époque, le roc était un animal qui ne pouvait être chassé que par les nobles. Bon bah pas de bol, à la fin, ça marchait plus. Mais sans compter une nouvelle fois sur les frères Heck, parce qu'ils étaient pas mal motivés. Et avec la même méthode qui avait donné naissance aux chevaux de Heck, ils ont donné naissance à le roc de Heck. Pareil, en croisant des bœufs sauvages. Alors le résultat ici est un peu plus mitigé. Le roc de Heck est plus petit que le roc sauvage, il a des cornes également plus petites, et la couleur est souvent plus claire. Mais par contre, une bonne partie des comportements de l'animal, de l'animal originel, de le roc, semble toujours présente d'après les descriptions qu'on en avait de la période médiévale. Donc voilà, un résultat plutôt mitigé, mais qui donne quand même un bon aperçu visuel de ce à quoi pouvait ressembler le roc. Mais bon, maintenant qu'on a fait un peu un récap de tous les animaux qu'on peut plus ou moins retrouver, l'idée c'est aussi de les voir vivre dans un environnement où ils peuvent tous être en interaction, où sinon on va pas recommencer, on retrouvera pas notre paysage paléolithique. Alors où est-ce qu'on peut retrouver un écosystème où ils peuvent tous vivre ensemble ? Bon manque de bol, on n'arrivera pas à en retrouver un qui coïncide avec notre steppe à mammouth originelle comme on a pu le voir. On n'en retrouvera pas dans l'Altaï, on n'en retrouvera pas dans ces zones-là. Par contre, il y a quelques exemples qui sont intéressants, j'en ai pris deux ici. Alors le premier, attention, le mot est imprononçable, en tout cas à l'écrit, c'est la réserve de Oostvaardersplassen, dans les Pays-Bas. C'est vraiment, faut le voir à l'écrit, je pense. Ouais, je pense. C'est un polder qui a, donc, vous savez, ses avancées sur l'eau, Ouais. qui a été fait en 1968, donc une zone assez récente, donc une zone humide d'environ 6000 hectares. Et l'idée des écologues qui s'occupaient de ce site, c'est que les écosystèmes sont forgés par l'influence de grands herbivores, notamment ceux présents avant l'arrivée des humains. D'accord. Donc pour avoir un environnement stable, équilibré, il faudrait réussir déjà donc à absolument pas y toucher, mais également à réintroduire des animaux qui auraient le même rôle écologique. Ouais, d'accord. D'où la volonté d'importer des animaux à peu près représentatifs de cette époque perdue, quoi. Mhm. Donc on peut y trouver des chevreuils, des cerfs, mais également des aurochs de Heck et des chevaux coniques. D'accord. Les cadavres, eux, sont absolument pas touchés, ce qui est assez étrange pour une zone naturelle. Généralement, on passe derrière un peu. Là, les cadavres sont nettoyés par les charognards locaux. Pareil, on veut totalement laisser l'environnement vivre de lui-même. Et donc, c'est un des seuls endroits au monde où vous pouvez observer sur des grandes étendues herbeuses des troupeaux d'aurochs qui paissent à côté de chevaux préhistoriques, pendant que des cerfs sont en train de paître, passent un peu dans le coin. En cela, on s'approche un peu de ce qu'on aurait pu voir à l'époque. Alors, il manque quelques animaux pour arriver vraiment à ce à quoi pouvait ressembler même cet environnement au niveau des Pays-Bas à l'époque. Notamment, il manquerait les élans, qui existaient largement au Paléolithique supérieur, et des bisons européens, par exemple, qu'on pourrait essayer de réintégrer. Mais bon, pour l'instant, apparemment, ces deux animaux sont pas trop dans les projets. D'accord, ok. Et enfin, le dernier, c'est la forêt de Białowieża en Pologne.
c'est une des dernières forêts primaires d'Europe, ayant suivi la disparition de la steppe à mammouth il y a environ 10 000 ans. Donc c'est pas techniquement ce qu'on peut retrouver il y a 40 000 ans, mais c'est plutôt un environnement tel quel qu'on aurait pu le voir après la sortie de la glaciation, il y a environ 10 000 ans. En fait, c'est une relique d'une forêt beaucoup plus grande qu'occupait le centre de l'Europe qui s'appelle la forêt hercynienne. Alors cette forêt, donc de Białowieża, une bonne partie de cette forêt, une bonne partie, 200 km², est totalement interdite à l'homme. Ce qui est assez intéressant, et beaucoup d'espèces ont été réintroduites. Il y en avait qui avaient subsisté, mais à l'intérieur donc de cette forêt, vous pouvez voir des bisons européens, donc une des zones les plus riches en bisons européens qui nous restent, des coniques, donc ces chevaux reconstitués, des ours bruns, des loups, des cervidés, mais les aurochs de Hecke, pour coup, ont été interdits par le gouvernement polonais. Ils considèrent que c'est une expérience scientifique un peu étrange, etc. Voilà. Alors qu'ils ont accepté les chevaux de coniques, mais bon. Voilà, je ne saurais pas expliquer la différence entre les deux. Ils ont fait leur choix, quoi, entre les deux. Voilà, c'est ça. Et donc c'est l'environnement le plus proche qu'on peut avoir de ce paysage post-glaciaire en Europe. Donc vous le voyez, effectivement il reste des îlots paléolithiques en quelque sorte, au niveau des animaux, au niveau de la végétation, au niveau du climat, mais on n'arrive pas à avoir un environnement qui soit totalement mêlé de ces deux points de vue. D'accord. Et la forêt de Białowieża, pour le coup, est assez intéressante pour ça, parce que elle mêle exactement, la végétation, le climat et une partie de la faune qu'on pouvait retrouver à la sortie de la déglaciation. Et pourtant, aujourd'hui, donc, c'est une forêt en danger. Après les élections de 2015, le parti Droite et Justice, un parti extrême droite, qui a été élu donc en Pologne, a entamé son abattage en prétextant lutter contre les dégâts d'un insecte xylophage. Et si la Commission européenne a plusieurs fois menacé la Pologne, le fait est qu'il n'y a pas vraiment de bâton pour les y contraindre, et aujourd'hui rien n'a encore permis d'arrêter l'exploitation. D'accord, donc ils se font plaisir quoi du coup. Voilà. Et c'est le mot de la fin, donc C'est j'espère triste. que ce petit tour d'horizon vous aura émerveillé, et j'espère que vous serez d'autant plus motivé à essayer de sauver la forêt de Białowieża. Il y a plein de pétitions qui circulent. Mais avec plaisir, Voilà. avec plaisir. Ah non, mais super intéressant, merci. Bah, grave. Ouais, fascinant, clairement. Il y avait un petit côté, pour tous les chevaux reconstitués, les aurochs reconstitués, un petit côté paléolithique park un petit peu derrière. Ouais, un petit peu, ouais. Exactement. Ouais. La démarche de recréer ces animaux est assez, peut être questionnée. C'est comme tous ceux qui veulent recréer du mammouth. Le mammouth, ouais, c'est ça. C'est Voilà. la question que je me posais pendant ton intervention, Jules, c'est au niveau de l'éthique pour la recréation. Alors, à l'époque, l'éthique était pas la même forcément qu'aujourd'hui, bien sûr, mais Spécialement avec les... jusqu'à quel point on peut essayer Bah de oui. bidouiller les espèces pour vouloir ce qu'on veut retrouver ou non. Bah, je suis assez d'accord, notamment pour le mammouth. Je trouve ça totalement hypocrite de vouloir recréer un mammouth juste pour le plaisir de pouvoir en créer un, sachant que lui derrière n'aura ni l'environnement auquel il est habitué, n'aura ni les interactions sociales auxquelles il était habitué. En fait, il n'a pas de quoi vivre, donc je trouve ça dommageable. Après, c'est pour ça que je trouve que l'exemple d'écosystème recréé comme dans les Pays-Bas est intéressant, parce que là, pour le coup, c'est une vraie utilité. C'est-à-dire que ces animaux, ils sont censés reprendre la place qu'ils ont laissée à cause de nous, de l'évolution et tout, enfin de l'évolution de l'espace, etc., dans l'environnement, histoire d'avoir un milieu qui retrouve un équilibre plus ou moins originel. Après, la question de l'origine, il faut toujours savoir où est-ce qu'on met le curseur, parce qu'on peut le mettre à peu près là où on veut, mais c'est une expérience que je trouve intéressante, parce que pour le coup, elle questionne ce truc un peu éthique de se dire à quoi ils servent. Bah là, pour le coup, ils servent à réguler cet environnement, en fait, à le rééquilibrer. C'est une sorte d'expérience géante, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Exactement. Donc je trouve que ça nuance du coup ce truc. Après, je reste toujours foncièrement opposé à ce qu'on recrée un mammouth un jour, mais c'est vrai que là, pour le coup, bon, encore une fois, on l'a fait, c'était notre époque, comme vous avez dit, voilà, mais c'est vrai que ça nuance l'utilisation qu'on peut en faire aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis c'est pas fait de la même manière, c'est-à-dire que le mammouth, ils veulent le recréer génétiquement, là c'est juste qu'ils font croiser des bestioles pour que ça s'approche plus ou moins de la bestiole d'origine, mais c'est quand même deux techniques relativement différentes, on n'est pas sur du clonage, quoi, là, c'est jouer un petit peu à... C'est comme faire des mélanges avec des chiens, alors c'est pas non plus hyper éthique, mais ça l'est déjà plus que de cloner un animal qui n'existe plus, quoi. Ouais, carrément, ouais, je suis d'accord. On est sur deux échelles différentes, ouais. Après, il y a peut-être aussi une volonté de préservation de certains milieux, de certains écosystèmes, qui est quand même une des grandes questions d'aujourd'hui, et peut-être que ça répond à ça aussi, les manips qu'ils veulent faire maintenant. Bien sûr, ouais. Je pense qu'il doit y avoir cette idée-là. Et puis je pense que voir ce que ça fait aussi un environnement dans lequel l'homme n'a pas mis les pieds, aussi voir ce que ça donne en termes de... Parce que on est quand même un animal, donc on a notre poids, on le voit clairement d'ailleurs à l'extérieur sur l'environnement, donc c'est intéressant de... Je crois qu'il y a Tchernobyl aussi qui est un peu comme ça, de voir un environnement sans humain au final. Ouais, alors Tchernobyl c'est particulier parce que par exemple Tchernobyl on a réintroduit des chevaux de Przewalski là-bas. Ah oui, d'accord, ouais. Puisqu'on s'est dit y a plus personne, quitte à faire on peut leur donner de la place. Bon après ceux qui l'ont fait à la base,
pensaient pas trop qu'ils allaient survivre à cause des radiations. Donc on peut nuancer voilà, C'est pas la volonté d'eux. Exactement. Mais au final, en fait, ils ont tenu, ce qui a surpris beaucoup. D'accord. Donc ils ont tenu plus ou moins parce qu'en fait, on sait que les limites de la zone interdite, donc normalement elles sont murées, il y a tout, etc. En fait, c'est en ruine totalement. Donc les animaux peuvent passer, c'est assez perméable. Et donc il y a eu des études qui ont été faites. Alors j'avais lu ça il y a longtemps, donc il faudrait réactualiser. Mais qu'en fait, il y avait pas mal d'animaux, notamment parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de loups, il y avait tout un écosystème qui se recrée, hein, mais qu'en fait, pas mal d'animaux ne pouvaient pas se reproduire au bout de quelques générations sur le site, à cause des radiations. Donc c'est surtout grâce à l'import extérieur d'animaux qu'on arrive à avoir des populations stables. Après, au niveau du coup du cheval de Przewalski, voilà, il arrive plutôt bien à s'implanter, les groupes sont plutôt stables, mais voilà, c'est toujours une expérience un peu étrange, je trouve, du point de vue éthique, parce que bon, du coup, on savait pas trop s'ils allaient tenir, c'est pas, voilà. Et Jules, tu sais d'où si cette initiative de réintroduire le cheval de Przewalski à Tchernobyl, elle vient d'une personne en particulier ou d'un collectif? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Je saurais pas du tout, non, c'est vrai que j'ai pas regardé, non, j'ai pas regardé du tout. Ouais, bonne question. Mais après, t'as des ligues de protection qui se sont faites par rapport à ces animaux, notamment, d'ailleurs, il y en a une qui a été créée par les frères Eck. D'accord. Comme quoi ils étaient vraiment à fond, donc pour protéger le cheval de Tarpan, pour protéger le roc de Heck, et notamment pour protéger le cheval de Przewalski. Et je crois qu'il y a une association qui est dédiée à ça, internationale, donc faudrait regarder, c'est peut-être eux, mais bon, je peux pas trop m'avancer non plus, mais faudrait regarder. Comme quoi, même si on peut questionner la manière dont ils ont fait leurs choses, l'avantage c'est qu'ils protègent quand même bien leur bébé d'une certaine manière. Ouais, carrément. C'est au moins une bonne chose, quoi, à ce niveau-là. Ouais, carrément, ouais. Et ça, des aurochs de Heck, si je dis pas de conneries, on peut en trouver en Dordogne. Il y a des parcs qui en ont. Et il y en a même en Ardèche, à Vagnas, là, à 2 km de chez moi, il y a des aurochs reconstitués qui sont présents. Ouais. Comme quoi. Tout est lié. Le retour en Ardèche. C'est ça, exactement. Il paraît qu'il y a même une réserve un peu plus au nord de chez nous, en Ardèche, où il y aurait des rennes qui s'y trouveraient. Ah, ok. Ah ouais? Ok. Des rennes? Ouais, je suis assez surpris. En fait, c'était il y a 2 ans. C'est une pote à moi qui m'a parlé de ça et j'avais trouvé ça hyper surprenant. Et apparemment, ouais, il y a un parc sur le plateau où il y a des rennes. Eh ben, écoutez, venez en Ardèche. Du coup, on a des rennes, on a des aurochs, on a des grottes, on a des gens passionnants. Venez, quoi, je sais pas. Tout simplement. Et du coup, merci Jules pour cette chronique temporelle passionnante, si je puis dire. Je pense qu'on a tous appris énormément de choses. Et je pense que ça a dû être un sacré travail à la fois de faire ta chronique, mais également à la fois de reconstituer des animaux. Et moi je me pose une question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est un peu de la philosophie de comptoir, mais la question que je me pose c'est, est-ce que le travail est essentiel pour vivre heureux ou pas ? Ah, question intéressante. Wow, vaste question, n'est-ce pas? On est parti pour bien 2 heures. Ouais. Donc, souvenez-vous, c'est un débat de comptoir, donc du coup, ça va pas durer 2 heures, ça sera fait probablement beaucoup plus court. Est-ce que le travail rend heureux, quoi, en gros? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est essentiel pour vivre heureux ou non? Donc déjà, c'est vrai que ça nécessiterait de définir ce qu'est un travail, mais je pense que dans le travail, moi, je mettrais surtout, pour rajouter ça, le travail tel qu'on le conçoit au XXIe siècle, à savoir se lever le matin pour aller au boulot et gagner de l'argent. Ouais, donc voilà. on parle bien de salariat. salariat. Tout ce qui est loisir, entre guillemets, même loisir de travaux créatifs. Oui, voilà, donc. Tout ce en fait, en gros, c'est-à-dire que, ouais, c'est la limite, c'est-à-dire que si ton travail est ta passion, ça compte quand même comme un travail. Donc, en gros, ce pourquoi tu es rémunéré, on va dire. D'accord, ouais. Ça veut dire que tu enlèves, il y a Bernard Friot qui fait une différence drastique entre le travail et le salariat. Ah. Oui, voilà, on est d'accord. Alors, du coup, quelle est la différence? La différence, en fait, c'est que t'as un côté de subordination dans le salariat qui n'existe pas, en fait, au niveau du travail en lui-même. Ah. C'est-à-dire qu'en soi, un travail, effectivement, même, enfin, ce qu'on appelle le loisir, par exemple, apprendre à jouer de la guitare, tu peux le faire dans ton loisir, mais c'est un travail que tu vas faire. C'est un travail, oui, clairement. Faire, je sais pas, toutes les activités sur lesquelles on a pu se lancer pour le confinement, par exemple, comme cette émission bien sûr, ouais. C'est un travail, mais tu n'es pas rémunéré pour, et tu n'es pas dans un rapport de subordination par rapport à quelqu'un ou autre, donc tu n'es pas salarié. Et je trouve que c'est une nuance qui est très intéressante, parce que en soi, je trouve que si, avec cette définition, le travail, c'est super important parce que ça te permet de t'épanouir, de découvrir des trucs, de le faire en fait. Par contre, le salariat, effectivement, là, c'est beaucoup plus nuancé, quoi. Ouais. Et du coup, permets-moi de changer ma question. Même si j'aimais bien le terme de travail parce que à la base, travail, ça vient, si je me trompe pas, alors je me souviens plus des définitions exactes, mais ça vient de torture du coup en latin parce que normalement c'est labor, travail en latin. Ouais. Mais c'est vrai que le terme de salariat est beaucoup plus contemporain et beaucoup plus intéressant. Donc je changerai ma question. Le salariat est-il essentiel pour vivre heureux du coup?
Et là, du coup, ça retire tout le côté, comme tu as dit, de travail non rémunéré. Alors, sachant qu'on inclut les auto-entrepreneurs et On entrepreneurs dans le inclut les salariat, auto-entrepreneurs. on est bien On peut d'accord. inclure les auto-entrepreneurs, je pense, dedans, parce qu'ils sont leurs propres patrons. Ou alors on peut les virer, c'est comme vous voulez. Si vous voulez simplifier, on peut Non, les je virer. pense qu'on peut les inclure parce qu'ils font partie des gens qui travaillent, tu vois, qu'ils soient leurs C'est propres patrons ou qu'ils Mm. soient salariés, ils font pas forcément quelque chose qui leur plaît, ils font ça pour gagner leur croûte, quoi. Donc, C'est vrai, effectivement, ouais, bien vu. enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je pense qu'on peut les inclure. Eh ben, incluons-les, alors incluons-les. Allez, soyons inclusifs. Du coup, est-ce que Écoute-moi bien, Jules jeune a bien entrepreneur. défini l'ensemble? Est-ce que vous avez des idées du coup vis-à-vis de ça, vous qui êtes salarié? Enfin, en tout cas, moi je le suis, Ben l'est. Après, vous avez peut-être peur de parler, je ne sais pas. Non, bah, il y a effectivement beaucoup de nuances à apporter parce que, par exemple, quand on travaille dans un domaine qui nous passionne, si on est salarié, ça participe à notre avancement, à notre bonheur, à notre bien-être. Bien sûr, ouais. Donc, dans ce cadre précis, le travail peut participer au bonheur. Très personnel, hein, on n'est pas sur le bonheur collectif, etc. Là, Ouais, bien sûr. vraiment le côté très très personnel. Maintenant, il y a aussi des gens qui font un travail par défaut et qui apprennent à aimer ce travail. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à ce moment-là, est-ce que tu considères que tu apprécierais davantage ce boulot, enfin, tu apprécies davantage ce boulot parce que t'es passionné pour, en étant dans un rapport de salariat, ou est-ce que tu l'apprécierais tout autant si tu l'étais pas? Parce que si t'es passionné par ton boulot, en soi, en fait, ce qui te, bon, au-delà d'aspect argent qui te permet de vivre, ça, on est bien d'accord. Mais en soi, tu l'apprécies déjà à la base, Oui, tu oui, vois. oui, bien sûr. Oui, alors moi, le travail que je fais qui me passionne en l'occurrence, c'est mon cas personnel. C'est une passion, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je fais, qui occupe mon temps libre avant d'être une rémunération, avant d'être un Mhm. travail salarié. Mhm. Mais sinon, le travail, comme on l'entend, comme on le voit dans les médias aujourd'hui, comme on l'entend de la bouche des hommes politiques, le travail qui est créateur de valeur et qui est là pour l'économie. Bon, je vais faire une réponse un peu rapide, un peu grosse, mais moi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui participe au bonheur de l'individu ou du groupe ou de quoi que ce soit. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais carrément, je pense que je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que, en fait, tant que ton travail n'est pas une source de souffrance, c'est pas grave entre guillemets d'être salarié. En plus, ça dépendra après des entreprises ou même de son auto-entreprise ou même du travail qu'on fait. Mais par contre, là où c'est intéressant, ce que Jules a dit, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens, si tout d'un coup on leur disait, bah voilà, t'es plus payé, mais en même temps, il y a plus d'argent dans le monde, mais t'es plus payé, mais continue à faire ce travail-là. Je suis pas sûr qu'ils auraient envie de le faire tout d'un coup. Je pense que ça dépend quoi. Ça dépend le travail Mm. en fait, et ça dépend qui aussi. Mais en fait, le truc c'est que je pense que pour beaucoup de monde, enfin tout le monde, je pense, travaille pour recevoir de l'argent, pour pouvoir avoir un loyer, pour acheter de la bouffe, pour consommer, etc. Oui, bien sûr. On va digresser du coup sur la consommation, mais à la base, en fait, on travaille surtout pour s'acheter des trucs, pour essayer d'avoir un semblant de bonheur à travers des achats et à travers de la consommation, en fait, surtout beaucoup, je pense. Bah, pas que, parce qu'il y a aussi des achats de vie. Quand De t'achètes à première manger, nécessité, quand ouais, effectivement. Oui. quand tu payes de quoi entretenir ta maison, quand tu t'achètes des vêtements, Mhm. il y a aussi ça. Mais c'est vrai que derrière aussi, on achète des trucs, bah voilà, qui nous occupent, qui nous divertissent, qui nous permettent d'occuper notre temps libre autrement, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ben, t'as une idée là-dessus ou pas? T'as T'as le droit de passer si tu as oui. peur de perdre ton emploi, hein, Ben. Bah, T'as le droit oui, d'utiliser ça- des pseudonymes, hein, si tu veux pas qu'on... Bref, que moi je suis assez d'accord avec la distinction radicale qu'il faut faire entre travail et salariat, parce que le salariat c'est un des aspects, enfin c'est un des concepts qui permet aujourd'hui l'exploitation des masses laborieuses Ouais, bien sûr. par une petite minorité qu'on Tout à peut fait. toujours, même si le terme paraît un petit peu daté, qu'on peut toujours qualifier de bourgeoise, dans le sens où c'est elle qui a la possession des moyens de production que n'a pas l'ouvrier, que n'a pas le travailleur en fait, le salarié au final, puisque là Ouais. il s'agit plus tout à fait de travail. Et là on est vraiment, je pense, sur une notion qui associe le salariat, à mon sens, c'est vraiment un terme que je considère comme étant péjoratif pour les raisons que j'ai évoquées, mais aussi qui est attaché à la survie. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et je pense que c'est malheureusement la majorité, font un travail mais ne le font pas par passion.
Ils en arrivent peut-être à le tolérer, hein, sans le détester. Après, avec l'habitude, on accepte. Oui, et voir quelques on petits accepte à peu avantages près par-ci par-là, n'importe quoi. genre moi Et je y termine à voir, 16h ou des trucs comme ça, tu vois. Mais, Ouais, voilà, bien sûr. Mais au final, je pense que beaucoup ne sont salariés que parce qu'ils ont ce besoin de, comme tout le monde, de manger, de boire, d'avoir si possible un toit au-dessus de sa tête, etc. Comme tu dis, c'est la survie, ouais. Pardon, c'est pour ça que... beaucoup de la survie, je pense. Non, t'inquiète. Ouais, vas-y, Jules, t'inquiète. C'est pour ça que Bernard Friot, donc celui donc je disais qu'il fallait faire cette distinction. En fait, donc c'est lui qui a théorisé, donc c'est un économiste à la base, hein, et donc c'est lui qui a théorisé le revenu universel, qui a après été totalement dévoyé par Benoît Hamon. Il a atomisé la notion en elle-même, alors qu'en soi elle est assez réfléchie. Et justement, en fait, c'est à partir de ce constat-là, l'idée c'est de se dire que en fait, le seul truc qui fait qu'un salarié travaille, c'est pas vraiment pour le travail qu'il fait, en fait. Et d'ailleurs, généralement, tout est fait pour te faire oublier que sur ta fiche de paye, tout ce qui est des charges, etc., en fait, c'est juste, ça correspond à la valeur de ton travail, en fait. C'est ça, en fait, qu'on répartit. Mais toi, tu gagnes pas juste le net, quoi. Enfin, voilà, c'est le brut qui représente ta charge de travail, la valeur de ton travail. Et donc, lui dit que à partir de ce moment-là, l'idée d'un revenu universel, c'est de s'affranchir de ce rapport de salariat, parce qu'effectivement, faut bien qu'on bouffe, faut bien que, voilà, puis même, faut bien qu'on achète des trucs aussi, des fois qu'on se fasse plaisir, machin. Donc, un salaire universel permettrait de se libérer de ce rapport d'aliénation, si tu veux, et de faire en sorte que chacun puisse travailler, en fait, comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de notion de loisir ou autre, en fait, voilà, c'est fait partie du travail, ce qui fait mûrir une société ou autre. Alors après, il y a le problème généralement qu'on pose à ce moment-là, c'est qu'on se dit, d'accord, mais les gens, une fois qu'ils seront pas obligés d'eux, ils vont plus rien faire, quoi. Et, bon, je sais pas, moi, quand j'ai réfléchi, j'ai deux trucs que je me dis par rapport à ça. C'est que déjà, premièrement, je pense pas que on puisse juste s'arrêter et rien foutre. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas possible. Je peux pas. Enfin, voilà. Donc, je pense, ou alors de manière très parce que je connais 2-3 personnes, tu vois, qui je pense en seraient capables, mais c'est très limité, et en fait, on peut pas ne rien faire. Donc, à un moment donné, on a bien vu pendant le confinement, des gens qui se sont mis à faire des trucs, voilà, qu'ils avaient jamais fait, et tu fais, voilà, en fait, c'est ça le vrai truc, quoi. Et puis de deux, effectivement, il y a des trucs qu'effectivement personne n'aurait envie de faire, tu vois, genre je sais pas moi, aller vérifier la centrale nucléaire, si ça marche bien, enfin tu vois, les conneries, même les centrales d'égout, machin. Même passer la mais serpillière, justement, mais c'est justement le principe de vivre en communauté, c'est comme dans une coloc où il y a des trucs que t'as pas envie de faire, mais tu les fais pour le groupe, en fait, et d'ailleurs on échange, c'est pas dédié à une personne. En fait, ça pourrait être à peu près le même principe, mais du point de vue d'une communauté plus grande, quoi, pas, voilà. Il y a effectivement des tâches qu'il faut faire, mais ça veut pas dire que tu dois être payé qu'à faire. Enfin, tu vois. Fais pas que ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça que j'ai vu avec le confinement, c'est-à-dire que pendant le confinement, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui télétravaillaient, mais qui du coup avaient aussi beaucoup de temps pour eux, pour faire des choses pour eux en fait aussi, et se ressourcer et apprendre à se connaître aussi soi-même en dehors de son environnement du travail. C'est pour ça que j'ai eu un peu cette idée là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé un peu aussi pas leur vocation, mais au moins une autre manière de vivre aussi avec ça, et de comprendre que le travail n'était pas finalement essentiel pour leur bien-être, et bien au contraire en fait, parce que je pense que beaucoup de gens travailleraient mieux si ils n'étaient pas obligés de le faire, et s'ils avaient plus de temps en fait pour eux à côté aussi, pour faire des choses qu'ils aiment. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là, Marc, c'est que même si, allez, admettons, à faire un peu de science-fiction, le salariat qu'on connaît aujourd'hui finit par disparaître pour X ou Y raison, et que le salaire universel ou quelque chose d'équivalent arrive jusqu'à nous. Effectivement, je pense pas que le travail, le labeur va disparaître pour autant, parce que il y aura toujours besoin de manger, de construire, de créer, qui est propre à l'être humain finalement. Et on aura en plus, ce que tu disais Marc, on aura ce poids en moins sur les épaules de faut que je me lève travailler, puis il faut que je fasse du chiffre, il faut que je fasse du rendement, et puis machin, et puis tatin. Ça n'existerait peut-être plus. Alors c'est utopique, hein, c'est une vision un petit peu parfaite entre guillemets des rapports qu'on pourrait avoir au travail et à la production, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de creuser, en effet, ouais. Moi, je suis partisan d'aller voir de ce côté-là ce qui se passe. Carrément, puisque je pense que ça serait une bonne idée. Par exemple, tu vois, ce podcast, au lieu de l'enregistrer à 20h17, juste en sortant de mon boulot à 19h30, peut-être que je pourrais le faire l'après-midi, quoi, tout simplement. Ou le matin. Ouais. Et puis, aussi, autre chose que je voulais rajouter, c'est que, et ça rejoint un petit peu la question initiale, c'est que on trouve aussi
du bonheur, ou du moins de la satisfaction, j'ai plutôt dire de la satisfaction dans le travail, Ouais. quand ce qu'on fait a du sens, soit pour nous, soit pour le collectif. C'est Effectivement. pour ça que les artisans, les agriculteurs, les artistes, les enseignants, à mon avis, auront toujours, quelle que soit la manière dont évolue notre rapport au travail, auront toujours cette volonté de faire, tu vois. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on est mieux aussi par notre place, en fait. Et je pense qu'en ce moment, un des gros problèmes qui existe dans le monde, en tout cas occidental capitaliste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. On leur a donné une place, on leur a dit vas-y, tu vas faire ça, et puis c'est tout, et on leur a pas vraiment laissé de choix, en fait, autre que ça, en fait. J'en discutais justement avec une dame au travail l'autre jour où j'étais en train de parler de la préhistoire comme d'habitude, de la manière dont ils vivaient, et en fait où j'expliquais que chacun avait probablement son job, on va dire, mais pas vraiment au sens de travail, justement parce que c'est pas rémunéré, en fonction de là où il était bon en fait là-dedans, et qu'on l'envoyait vers là où il y avait probablement ses meilleures qualités. Et maintenant on fait plus ce genre de choses du tout, c'est-à-dire qu'on a tous le même enseignement, et puis quand on sort, il y a plein de gens, moi le premier, qui arrivent et qui sont largués en fait au possible, et qui mettent des années, voire des dizaines d'années à trouver réellement ce qu'ils voulaient faire, ou même qui ne le trouvent jamais, et qui du coup en fait sont malheureux. Je pense que oui, malheureusement. Le malheur et la dépression, c'est un mal qui est vraiment du XXe siècle et du XXIe siècle, et qui est du ressort de l'industrialisation en fait, tout simplement. Oui, et puis on est dans des... Très très schématisé, mais je le pense en tout cas un peu dans ce sens-là. Non, mais je suis d'accord. Moi, va falloir que je vous quitte. Eh bien, je vous laisse. Merci Jules, c'était un plaisir de t'avoir. C'était vraiment cool. C'est cool que tu aies pu faire un peu les débats. Merci à tous. J'écouterai après la suite. Ça m'intéresse ce que tu vas faire, Ben. J'écouterai attentivement le MP3. Ok, ça roule. Nickel. À tout bientôt, tout le monde. À bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne soirée. Bien joué pour la thèse aussi. Toi aussi, ciao. Merci. Alors, ceci est un message post-montage. Après le départ de Jules, en fait, nous avons continué à discuter avec Sébastien et Benjamin pendant encore quelques minutes. Nous avons digressé ensemble en parlant du travail jusqu'à en venir à parler de confinement. Sauf que le problème étant que, visiblement, alors je ne sais pas si c'est dû au départ de Jules ou non, mais la piste de Sébastien a été perdue pendant une bonne quinzaine de minutes. Donc vous allez voir, j'ai fait ce que j'ai pu pour rattraper ça au montage. La voix de Sébastien disparaît et on dirait que je parle tout seul, mais en réalité il y avait des questions et des réponses, des enchaînements. Voilà, ça va durer pendant à peu près une minute avant de pouvoir retrouver ce bon vieux Sébastien. Voilà, le message du futur se termine maintenant et on peut reprendre l'épisode. Merci encore à vous pour votre écoute. Et justement, le temps, on leur en a donné un petit peu pendant 2 mois. Alors, tout le monde n'a pas forcément bien vécu. Moi, je l'ai pas spécialement non plus bien vécu. Mais il n'empêche que le temps que j'avais, je l'ai utilisé pour essayer de créer. Et justement, pour pas que ce temps me serve à rien. Parce que pour une fois qu'on m'en donnait, je pouvais plus avoir l'excuse de dire non, mais je suis fatigué, demain je travaille, etc. Et en fait, du coup, ça a permis à plein de gens de créer. Et que ce soit en bricolage, en écriture, en chanson, en tout. C'est formidable, en fait, juste d'avoir du temps pour soi, en fait, juste. Je sais que je regardais quand même toujours un peu des films le soir, mais en tout cas, j'en regardais pas la journée en fait. J'avais un rythme très timé, c'est-à-dire que je retrouvais des potes généralement vers soit 14h ou alors 17h, ça dépendait de quand j'allais me balader. Et puis généralement je geekais 1 heure et demie, mais c'était tout quoi dans la journée. Et le soir je regardais un film, puis ensuite je lisais, ça m'a fait beaucoup relire aussi, ça j'avais déjà dit dans une autre chronique, ce confinement. Ouais, bah pareil, ouais. Mais surtout j'avais un temps qui était adapté à mine de rien, les podcasts ça prenait une après-midi complète aussi 1 fois par semaine, et puis ensuite 2 fois par semaine même. Et après je pouvais écrire aussi le reste du temps de mon temps libre quoi, donc ça c'était quand même vraiment chouettos quoi. Donc voilà, on a un petit peu dérivé là, ce travail des confinements, ouais, mais divertissement, mais voilà. c'est aussi à ça que ça sert. Et puis c'est un peu, je vais pas vous mentir, hein, c'est un peu là où je voulais vous amener aussi. J'ai fait exprès de choisir ce sujet-là parce que je sais que j'étais avec vous qui on est tous un peu tous les trois, je pense, maintenant que Jules est parti quand même dans la même situation, et on est tous aussi plus ou moins les mêmes idées. Je savais plus ou moins où ça allait mener, mais en tout cas c'est gentil d'avoir participé à ce débat. On va le clore, je pense, maintenant que Jules est parti depuis je pense qu'on depuis a 5 fait minutes, un on a bon fait tour, relativement le tour. Puis comme je dis, on est d'accord. Et je propose que, vu qu'on parle de société du futur, de société utopique, qu'on voit ce qui se dystopique passe plutôt. avant qu'elles arrivent, parce que souvent avant de reconstruire une société, malheureusement parfois il faut Elle s'effondre. la détruire, elle s'effondre. Et pour ça, Ben, je te laisse la place. Malheureusement, on va pas parler de choses très utopiques, ça va même être plutôt de l'anti-utopie majoritairement. Et oui, parce que c'est heureusement et malheureusement, j'en parlerai, le lot du post-app.
Alors moi, pourquoi je suis là aujourd'hui? Dans les grandes lignes, bon maintenant vous le savez, je viens une fois de plus pour vous présenter un autre sous-genre de la SF. Comme le veut la tradition, j'ai choisi celui... Ouais, je l'ai choisi non pas pour des raisons de pertinence, parce que sinon, comme vous le savez, et je le dis à chaque fois, j'aurais commencé par l'anticipation, ça aurait été beaucoup plus simple. Non, je l'ai choisi pour des raisons de préférence, en fait. Voilà, c'est purement personnel. Je vais vous parler d'un sous-genre que vous connaissez tous. Je suis prêt à parier que vous avez déjà vu apparaître inopinément dans votre vie culturelle. Je vais vous parler de post-apocalyptique, aussi connu sous le nom de post-apo, aussi connu sous le nom de post-ap. Ouais, toi t'es plutôt post-ap, c'est ça, que post-apo. Moi je suis plutôt post-ap et j'ai jamais trop compris le post-apo dans la mesure où post-ap est plus court tout en gardant sa pertinence et son intelligibilité. Bon, peu importe, mais je sais que beaucoup, et j'en ai discuté au travers des années, j'en ai discuté, et beaucoup sont adeptes du post-apo, mais franchement moi quand j'entends ça, ça me fait saigner les oreilles. Je suis désolé parce que moi je vais dire post-apo. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, je le tolère, je le tolère comme je tolère le bébé qui pleure pendant mes visites, c'est pas un problème. D'accord. Mais pour moi c'est post-ap, et voilà, je le dis, je le crie haut et fort, au risque de passer pour un dégénéré aux yeux de certains. Mais pour moi c'est post-ap et je vais dire post-ap. D'accord, et je pense qu'on est tous prêts à l'entendre. Je vais même finir par le dire d'ici la fin de ta chronique, je pense, j'en suis sûr. Ok, on verra. Les habitudes ont la vie dure après, mais peut-être que je peux inciter le changement, ce serait formidable. Alors le post-apocalyptique, c'est quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer? C'est après l'apocalypse. Ouais, voilà, franchement, post-apocalyptique, tout est dans le nom. Oui, c'est pratique. Tout est dans le nom, Enfin, rassurez-vous, non, non, tout est pas forcément dans le nom, sans quoi cette intervention serait déjà finie. Et vous seriez en ce moment en train de faire autre chose, et moi aussi d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, je suis encore en train de parler, je suis toujours là, donc c'est que très clairement, tout n'est pas dans le nom, même si c'est vrai que beaucoup l'est. Maintenant, si je vous dis post-apocalyptique, et qu'il vous vient à l'esprit des images de punk à moitié à poil, sapés avec des chutes de cuir, et des pneus de bagnole. Voilà, s'il vous vient à l'esprit des images de désert parcourus de pillards conduisant des bolides balançant partout autant de sable que de gaz d'échappement, s'il vous vient à l'esprit des scènes de violence extrême et des véhicules lancés à pleine vitesse dans de folles courses-poursuites, eh bien, ça me semble assez normal. Ça me semble assez normal, puisque je suis prêt à parier que la majorité des gens qui ont déjà entendu parler de post-ap ont cette image du genre soudée, bien au fond de leur imaginaire. Et moi le premier, bien sûr, je ne fais pas exception. Alors les images auxquelles je faisais tantôt référence, c'est bien sûr celles qui sont évoquées dans l'œuvre cinématographique culte de George Miller, vous l'aurez deviné. Mad Max. Mad Max, absolument. Mad Max qui a laissé une trace, j'ose dire, indélébile dans l'imaginaire de toute une génération, et même au-delà, de la génération qui a vu naître cette œuvre. Alors, Mad Max, c'est l'exemple par excellence de l'œuvre post-ap. Tous les codes du sous-genre s'y trouvent, et ça, on aura bien l'occasion de le voir plus tard. Alors, petite question quiz, les amis. Je vous prends au dépourvu. J'avais prévenu personne, vas-y. Mais on aime ça ici, la surprise. J'adore les surprises. Surtout quand elles viennent Quel est le point commun entre les films Happy Feet, Babe, le cochon devenu berger, et la saga Mad Max? George Miller. Et oui, tous les trois sans exception ont été scénarisés par George Miller. Je trouve ça fantastique. Alors quand tu vois Mad Max et quand tu vois Babe, t'as du mal à penser que c'est le même mec. C'est clair. Oui. Moi perso, j'ai vu Babe avant Mad Max quand j'étais tout gamin, et j'ai gardé un super souvenir de ce film. Et voilà, j'ai très clairement ça, c'est peut-être pas le mindfuck de l'espace. J'adore ce fun fact, et croyez-moi, je trouve toujours l'occasion d'évoquer ça à chaque fois que Mad Max est mis sur le tapis, peu importe le contexte. D'ailleurs, Marc, tu t'amuseras un de ces quatre peut-être d'ici une semaine ou deux à parler de Mad Max, et tu vas voir que même sans y penser à ce que je viens de dire, je vais sortir la même chose. C'est intéressant. Je tenterai au boulot la prochaine fois qu'on bosse ensemble. C'est inévitable. Moi j'ai été autant surpris en fait j'ai été très surpris de le découvrir que c'était la même personne qui avait scénarisé tout ça. Bref, revenons à nos moutons électriques. Joli. Et comme le veut la tradition, on va commencer par une petite définition. Vous êtes chaud? Moi je suis chaud bouillant. Oui.
Un peu comme le désert post-apo. Ouais, voilà. Après, si vous êtes pas chaud à l'idée qu'un mec random vous énonce des définitions, c'est pas grave. C'est la quatrième Si, qu'ils vont entendre de ta part, Ben. Je pense que maintenant, ça y est, ils ont Voilà, c'est bien de le préciser. Si vous n'êtes pas enjaillé, c'est probablement le signe d'une bonne santé mentale. Voilà, c'est des définitions, quoi. Alors c'est intéressant parce que ça remet les choses dans son contexte, mais il y a plus fun. Mais bon, je pense que c'est une étape quand même relativement inévitable. Donc allons-y, lançons-nous. Le post-ap est donc bien sûr un sous-genre de la SF. Les récits qui y sont développés se passent dans un futur plus ou moins lointain, dans lequel une catastrophe qui détruit la civilisation telle que le... Ah bah attendez, j'ai fait n'importe quoi, ça a pas de sens ça. J'avais travaillé dessus pourtant. Les À quelle récits heure de qui la y sont nuit développés se passent dans un futur plus ou moins lointain, dans lequel une catastrophe a détruit la civilisation telle que nous la connaissons. Pardon, je me suis trompé. A détruit la civilisation telle que nous la connaissons. Alors c'est une définition simple qui est plutôt efficace du genre, mais auquel j'apporterai quand même une petite précision. Et ça, c'est vrai que cette précision-là, je l'ai pas souvent trouvée parmi les définitions que j'ai pu découvrir. Ces récits, pour être considérés comme post-ap, doivent certes se passer après la chute de la civilisation ou d'une civilisation, mais également avant l'émergence d'une nouvelle civilisation. Ah oui, d'accord. Donc les films où on a un nouveau type de société post-crise ou post-catastrophe, ça compte pas. Non. Mais du coup, ça crée une frontière qui est très floue parce que ça veut dire que par exemple Mad Max 3 ou Mad Max 4 Fury Road ne sont plus vraiment du post-apo parce qu'il y a des nouvelles sociétés instaurées. Il y a des nouvelles sociétés, certes, mais elles le sont de manière très limitée et pas nécessairement globale. Oui, donc on parle de sociétés complexes. Je suis d'accord. On parle de sociétés complexes, alors ok, genre étatique quoi en fait. Ouais, c'est plutôt, je pense, au niveau étatique que ça peut se chercher. Après Mad Max Fury Road, certes, il y a des petites sociétés, mais ça reste clairement du je jouais sur les mots, mais volontairement pour voir si c'était ça. Non, mais t'as raison, t'as raison de le préciser, et c'est vrai que ça rajoute peut-être un petit peu plus de flou, mais ça éclaircit aussi certaines situations. Ouais. Moi, si j'apporte cette précision, c'est en pensant à Dune. Ah oui, bien sûr. Dune qui pourrait être considéré comme de la science-fiction post-apocalyptique. Mais c'est du post-apo en fait. Sans cette précision. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que ça n'est pas du post-apo. Alors que La Route, c'est du post-apo par exemple. Mais vraiment plus. Oui, et ça, on va en parler. D'accord. Ça, on va en parler clairement. Alors, le post-ap, bien sûr, alors je le précise, c'est peut-être bête, mais il se détache donc aussi complètement en fait du film Catastrophe qui lui met en scène la catastrophe elle-même. Bien évidemment. Ouais. Je pense surtout là le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est La Guerre des Mondes, où on voit ce qui se passe pendant, mais pas ce qui se passe après. 2012. Et c'est bien dommage à mon sens parce que ça pourrait être super intéressant de voir une société qui a évolué après ce genre de catastrophe. Pour ça, je crois que t'as Farscape, il me semble, c'est une série où je crois que des aliens ont envahi la Terre et tu vois les aliens sont toujours présents, les humains essaient de se réorganiser en petits groupes de survivants. Ouais, alors dans le même genre, si je peux me permettre de faire une digression, il y a eu un exemple qui m'a énormément déçu. Moi, un des premiers films de science-fiction que j'ai vu, qui est un science-fiction, c'est de la science-fiction de catastrophe, là pour le coup, ça mêle science-fiction et catastrophe, c'est Independence Day. Ah oui, tu veux parler de Résurgence. Day, oui. C'est un des premiers films que j'ai vu et à la fin on voit bien sûr tous les vaisseaux s'écraser un peu partout sur Terre. Et bah putain, moi je me souviens, j'avais 8 ou 9 ans quand je l'ai vu et je me suis dit mais ce serait énorme qu'on voit ce que va devenir la société humaine. Est-ce que t'as été ravi pour Independence Day 2 alors du coup? Et ben justement, on va en parler. Je vais en parler maintenant. Justement, et ça c'est quelque chose qui m'a trotté dans la tête et à chaque fois que j'ai revu ce film, et croyez-moi je l'ai revu un bon paquet de fois, je me suis dit ça serait quand même génial de faire une suite où on pourrait voir ce que la société est devenue avec l'apport de ces technologies, quelles ont été les mutations qui ont eu lieu ou pas d'ailleurs. Bon, je peux pas dire à quel point j'ai été déçu Je n'ai plus les mots. Bon, par le 2. Bon, après, faut être honnête, il s'est passé un sacré nombre d'années et je pense avoir perdu mon innocence d'enfant. Je pense aussi parce que moi j'ai vu Independence Day 1 adulte et je peux vous dire que je trouve que c'est vraiment de la grosse merde. Voilà. Le 1? Le 1, ouais. Ah ouais. Et que le 2 c'est de la méga merde. Mais après, le 1, c'est clairement pas le meilleur. C'est clairement pas le meilleur. Non, mais c'est ça, mais c'est juste que quand je l'ai vu adulte, en fait, j'ai aucune. C'est comme les gens qui regardent Star Wars maintenant et qui te disent que c'est de la merde et t'as envie de les tuer, alors qu'en fait, ils ont peut-être un peu raison, mais que t'oses pas le dire, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec Star Wars autant qu'avec toi sur Independence Day. Mais moi, vraiment, je l'ai vu avec. Voilà, faut le considérer que je le vois toujours avec mes yeux d'enfant.
Et bon, j'ai pas été spécialement déçu par la suite parce que je savais que ça allait être de la merde. Enfin, il y avait tellement plus C'était de écrit. chances que ça soit. C'est quand même le mec pourri. qui a fait 10 000 Mais- quoi, qui a fait Independence Mais Day. oui, Je alors, ne veux pas entendre parler de ce film. On va s'arrêter Ouais. là alors du coup. mais on arrête les là, frais, on arrête là. d'accord. Alors voilà, revenons au post-apo. Nos moutons électriques, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tellement Ouais, c'était exactement. fantastique. Vous l'avez compris. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un genre. Bien sûr. C'est un genre assez précis qui possède des codes qui sont ultra spécifiques et qui pourtant, hein, malgré ça, laisse à l'artiste une marge de manœuvre qui est assez impressionnante. À commencer par les catastrophes dont les natures peuvent être aussi diverses que variées. Hein. Je veux dire, il y a guerre nucléaire, invasion extraterrestre, crise économique, crise alimentaire, crise démographique, effondrement de la biosphère, pollution extrême de l'environnement bien sûr, guerre sociale, pandémie, guerre raciale, stérilité globale, dérèglements hormonaux, manque d'empathie et de solidarité menant à la déchirure totale du lien social. Et sinon, Bref. quand est-ce qu'on parle de cinéma? Parce que là, c'est la réalité, non? La Ouais, liste est vrai longue. que ça fait flipper un peu, ouais. Eh oui, ouais, je sais bien, je m'arrête là parce que là ça devient un petit peu... C'est le moment où on se rend compte un qu'on petit peu commence à déprimant. arriver dans un truc d'effondrement catastrophe et qu'on est bientôt dans le post-apo. Assez probable, mais ne désespérons Oui, pas, parce que croyons en ça l'avenir. aussi, on va pouvoir y revenir hein, à ce sujet un petit peu plus loin. Alors, il est à noter que la catastrophe, qui semble au premier abord avoir un rôle central hein, dans le récit, en fait, n'est le plus souvent pas le sujet central de l'œuvre du tout. Mais en réalité, c'est souvent plus qu'autrement, c'est un prétexte en fait. C'est un prétexte, c'est l'élément perturbateur menant à une situation socio-historique précise dans laquelle un auteur peut développer son récit et les thèmes qui lui tiennent à cœur. Faut pas voir la catastrophe comme étant un thème central, parce que si c'était le cas, ce serait un roman de science-fiction de catastrophe, ce qui est pas le cas du tout. Alors ça, je pense que c'est pas mal de le préciser. Il y a d'ailleurs des œuvres post-ap hein, qui sont cultes et qui ne s'embarrassent ni de définir, ni de nommer la catastrophe en question. Et là, on va évoquer bien sûr La Route de Cormac McCarthy, Ouais. le bouquin qui a été adapté également dans un excellent livre. Hein. Film, tu veux dire. Le livre est vraiment... oui, pardon, en film, excuse-moi. Les deux sont excellents, vraiment. Les deux sont très bien. La Route, si vous voulez le lire, c'est 120, 130 pages, ça se lit super rapidement. Et bon, c'est un petit peu... Si vous êtes à tendance dépressive, voilà, soyez au courant que ça risque pas d'améliorer votre humeur, mais voilà, je pense que ça vaut le coup de le lire. Dans La Route, la catastrophe y est évoquée sans que ni les personnages ni le lecteur n'en connaissent la nature. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un flash à un moment et il y a un truc qui se passe et c'est la merde ensuite. Voilà. Et donc, dans La Route, comme dans de nombreuses œuvres post-ap, ce qui compte, c'est la vie des personnages dans ce nouveau monde, avec ses nouvelles règles, ou d'ailleurs absence de règles. Hein. Alors, le post-ap, c'est un sous-genre qui fascine, et ce pour de nombreuses raisons, à mon sens. Il nous met tout d'abord face à nos limites, et plus encore d'ailleurs, et ce serait peut-être plus pertinemment de le dire comme ça, face aux limites de la civilisation. En fait, de notre civilisation. Et nous savons pertinemment que rien n'est éternel, y compris et surtout les civilisations. Hein. Ça, je pense que c'est pas mal de l'avoir à l'esprit. Ça... On va dire qu'on a tous fait de l'histoire ici et on s'en rend bien compte, je pense. Bien sûr. Donc, le post-apocalyptique trouve son ancrage profond, il me semble, aussi dans la culture, et principalement dans la culture chrétienne, qui est imprégnée de ces fantasmes de fin du monde et de jugement dernier. Je veux dire, le nom même de post-ap fait référence à l'Apocalypse selon Saint Jean. C'est vrai, ça référence. Oui. Je veux dire, tout est là. Récit biblique ô combien célèbre. Bon, la culture chrétienne, elle est également marquée, presque obsédée par les concepts de commencement et surtout de fin. Et donc, à mon sens, c'est pas très surprenant finalement que ces récits post-ap rencontrent un tel succès dans nos cultures occidentales, qui sont profondément imprégnées de culture chrétienne. Alors, si le post-ap trouve ses origines au XIXe siècle, le dernier homme de Mary Shelley, dont on a déjà parlé, qui a écrit entre autres... Frankenstein. Oui, voilà, Frankenstein, pardon. Le dernier homme de Mary Shelley, qui est paru en 1826, est traditionnellement considéré comme la première œuvre post-ap. Ouais. C'est vrai qu'on peut remonter aussi loin que le début 19e, mais par contre, c'est très clairement dans la seconde moitié du 20e siècle que va se développer un terreau très fertile, particulièrement propice au succès de ce sous-genre. Hein. J'entends par là que il est assez probable que ce soit lié à la bombe, en fait. Voilà, en fait, c'est la menace d'une guerre nucléaire consécutive à la maîtrise de l'atome qui va jeter sur les mentalités et l'imaginaire collectif un voile plutôt sombre et très très pessimiste. Hein.
la prolifération des armes nucléaires ainsi que leur pouvoir de Ouais. destruction globale va remettre en question l'idée même que l'on se faisait en fait du progrès, qui jusqu'alors était perçu comme une constante marche en avant vers le bon et le meilleur. Mm. Et là, soudainement, boum, le progrès sur lequel ont été édifiées toutes nos sociétés industrialisées, et ben soudainement, on a cette prise de conscience que c'est pas du tout le cas. Et ça va chambouler très profondément les imaginaires, car désormais l'humanité a conscience qu'elle est capable de disparaître par sa propre action et par son propre progrès. D'ailleurs, alors pas toujours, mais il y a beaucoup d'œuvres post-apo où la catastrophe elle est d'origine technologique. Ah oui, Oui. oui, absolument. Oui, bien sûr. C'est souvent de la main des humains eux-mêmes, en fait, d'ailleurs. Oui, directement Clairement. ou indirectement, mais leur création technologique qui provoque la destruction, quoi. Ouais, c'est... Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que maintenant, j'ai pas d'idée spécialement en tête, mais j'ai l'impression que le futur post-apo qu'on va avoir ou qu'on commence déjà à avoir un peu ces derniers temps, c'est plutôt des post-apo où c'est la nature qui nous défonce la gueule et plutôt dans ce goût-là en fait, où on se rend Il compte que y a une tendance depuis une dizaine d'années, le développement d'un nouveau sous-genre de la SF. ouais, J'ai plus le nom en tête en fait. Je vais c'est un vous nouveau dire, sous-genre alors du coup alors. Ça. Ouais, je vais vous dire un nom. Je suis pas sûr que ce soit le nom officiel de ce sous-genre, mais ça va vous parler. C'est le biopunk. Ah, le bio. Je d'accord. pense Ouais, pas je que crois ce que je vois soit le le nom tout à fait, mais je pense que ça vous parle si je dis ça. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Bah écoute, ça existe. Le biopunk est un courant littéraire né à la fin des années 90. C'est un dérivé du cyberpunk. Ouais, voilà. Il s'agit d'un néologisme né de la concertation entre biotechnologie et cyberpunk. Les thèmes principaux tournent autour des technologies du vivant, qui prennent à notre époque une grande importance. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Merci Exactement. Wikipédia. Le clonage, la transgenèse, etc. D'accord, ok, ouais. Voilà. Il y a ça, si ça vous intéresse, et clairement, c'est la mouvance actuelle. Clairement, Ouais. on est parti pour avoir je pense, pas mal d'œuvres qui sont, c'est déjà le cas, hein, je veux dire, c'est déjà en train de se faire. C'est en train de se passer. Mais oui, comme tu le dis, c'est clairement, ça va être central. D'accord. Alors le post-app, pour y revenir, c'est aussi une occasion en or en fait de mettre en scène des cadres sociaux radicalement différents de ceux qu'on connaît. Type d'univers, comme tous les univers de science-fiction d'ailleurs, stimule l'imagination. Je veux dire, là en l'occurrence, ça nous ramène aussi à des choses qui sont plus terre à terre, plus viscéralement ancrées dans notre nature humaine, je dirais. On y parle de survie, on y parle de relations sociales, de coopération, de conflits, de ressources vitales, de leur gestion. On parle de mutation sociale, de syncrétisme culturel, et bon, j'en passe, on pourrait continuer la liste et elle est très longue. Maintenant, je vais évoquer une des raisons, cette fois qui est plus personnelle, mais je soupçonne qu'elle soit aussi à l'origine du succès en fait du post-app. C'est une des raisons principales qui ont fait que je me suis passionné pour le post-app. C'est le nouveau départ. C'est cette notion de nouveau départ, de table rase, qui est à mon sens vraiment au cœur même du genre. Cette table rase du passé, place au nouveau départ, au nouveau commencement. Peu importe qui t'étais dans l'ancienne civilisation, maintenant tu peux te créer qui tu veux être. Exactement. Et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec le débat d'une certaine manière un peu en plus. Ah oui, c'est clairement, je pense que c'est un thème. Moi perso, j'ai été très fan de post-app. Je le suis toujours, mais j'ai été vraiment fasciné, voire obsédé par ça à une période de ma vie où j'étais pas très bien, tu vois, Ouais. Où je savais pas trop quoi faire de ma vie, où j'étais carrément paumé, borderline dépressif. Je pense que ça me donnait en fait l'occasion de rêver à une vie meilleure, à ce que je pourrais être si les choses changeaient radicalement autour de moi. Et je pense vraiment ne pas être le seul à être tombé entre guillemets là-dedans, hein, sans que ce soit négatif. Mais je trouve toujours que c'est vraiment fascinant. Alors je vais citer un exemple qui est ultra connu. Mm-hmm. On va retourner à Mad Max. C'est dans Mad Max 3, c'est ça, non? Ouais, voilà, on va pas parler du meilleur Mad Max, on va parler du 3. Et cette scène, elle est vraiment intéressante. C'est le personnage d'Entité qui est interprété par Tina Turner qui va confronter en fait Max sur qui il était avant, sous-entendu avant la catastrophe. Et elle lui répond finalement ensuite qu'elle n'était personne, qu'elle était une ratée, une moins que rien, qui pourtant maintenant a réussi à se forger un rôle de leader. Elle est devenue en fait quelqu'un de très important là où avant elle aurait probablement stagné en fait au pied d'un ascenseur social probablement en panne. Et c'est cet apocalypse en fait qui est pour beaucoup de fans envisagé comme un véritable fantasme, l'occasion d'effacer un casier non pas judiciaire mais social, et de recommencer, de détruire les carcans souvent considérés comme oppresseurs de notre société, qui limitent bien souvent et bien trop souvent d'ailleurs à mon sens les mouvements sociaux.
et d'ainsi pouvoir s'en affranchir totalement pour atteindre une nouvelle place qui est souvent idéalisée comme bien sûr étant supérieure à l'ancienne, sous-entendu celle que l'on occupe actuellement. Actuellement, ouais. Alors, avant d'en venir au point suivant, je tiens à dire et à répéter que je suis un grand amateur vraiment de post-app. Je le suis certes un peu moins maintenant, mais bon, si je précise ça, c'est que je m'apprête à en faire une certaine critique. Une critique D'accord. qui se base sur un biais, je pense, que beaucoup considèrent comme étant un état de fait naturel. Et ce biais-là, c'est la loi du plus fort. Ah, d'accord. Et ça me gonfle. Ça me gonfle un petit peu. Voilà, le post-app se fait trop souvent, volontairement ou involontairement d'ailleurs, le porte-parole d'une philosophie qui a été développée d'ailleurs au XVIIe siècle par Thomas Hobbes. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Si. Ouais, c'est très célèbre, pour peu qu'on ait fait un petit peu d'histoire, qu'on ait étudié vaguement la politique, ça revient très souvent sur le tapis, c'est une vision célèbre de l'humanité. Thomas Hobbes, qui dans son ouvrage Le Léviathan traite en fait de l'état de nature et le décrit comme un état mortifère où chaque individu ne lutte que pour sa survie et sa survie seule. Dans ce cadre, chacun va faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sa subsistance au détriment des autres. Donc voilà, on se grandit en écrasant les autres, on se grandit par la compétition. C'est le fameux côté l'homme est un loup pour l'homme. Oui, c'est ça, violence, vol, force brute, l'état de nature, c'est la fameuse guerre permanente en fait contre autrui, la guerre de tous contre tous. Voilà, c'est la philosophie qu'on peut très facilement résumer. Il le fait très bien d'ailleurs Hobbes avec la fameuse locution latine Homo homini lupus est. Ouais, je t'ai grillé la place du coup tout à l'heure. Tu m'as grillé la place ? Je te laisse le traduire en français. Bah, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, exactement. Ouais. Dans le Léviathan, Hobbes soutient que c'est l'encadrement des relations humaines par l'État et le droit qui contient en fait, qui est le seul rempart pour contenir en fait les ardeurs humaines. Barbarie, quoi. Et donc en fait c'est le postulat que l'homme est foncièrement mauvais. Et qu'il a besoin d'un cadre rigide donné par exactement. Ce qui aujourd'hui, grâce aux recherches heureusement en préhistoire, montre bien que c'est faux et c'est même plutôt l'inverse en fait. J'imagine que s'il devait y avoir une catastrophe maintenant, si les gens s'écharpaient la gueule, ce serait justement à cause de ce genre de thèses qui font qu'ils vont avoir peur les uns des autres plutôt que justement de leur propre nature en fait. Exactement. Au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et d'ailleurs, par rapport à ça, aussi bien les études sur la préhistoire qu'un bouquin que j'ai lu il y a 2 ans, qui est un bouquin très intéressant, qu'on aime ou non les auteurs, je trouve que le contenu est vraiment bien. C'est un bouquin qui a été écrit par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Donc Pablo Servigne qui est connu pour être un des théoriciens français de l'effondrement. Ouais, de la collapsologie. La collapsologie, exactement. Ouais, bien et sûr. alors qu'on soit d'accord avec lui ou non, c'est pas le souci, mais je trouve que son bouquin, donc le deuxième bouquin qu'il a écrit avec Gauthier Chapelle, donc L'entraide, l'autre loi de la jungle, ouais, bien sûr. cache justement ce mythe hobbesien de l'homme bestial, l'homme qui sans société va forcément chercher à buter son voisin, à lui prendre tout ce qu'il a. Et ben pas forcément. Alors il dit pas que la compétition n'existe pas et que la violence n'existe pas, mais l'homme n'est pas que ça. C'est même loin d'être que ça. Ouais. C'est même loin d'être le cas. Je suis content parce que là vous êtes en train de faire ma chronique à ma place. Et moi, Pardon. Non mais c'est cool, ça prouve qu'il y a un fil conducteur et que ça roule. Oui, mais si tu veux, Ben, t'es doué en vulgarisation, il faut croire ça. Peut-être que c'est ton métier. Je suis clairement d'accord. Ce livre, je vous l'avoue, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et j'en ai discuté, j'en ai débattu avec certaines personnes et on le voit de plus en plus, et comme tu le dis, les études sur la préhistoire ou même de manière générale, les études sur les relations humaines tendent à assez invalider les théories hobbesiennes. Alors pas totalement les invalider parce qu'il y a bien de la violence dans nos sociétés, il y a bien des choses, des saloperies qui se passent, ça c'est clair et net, mais il semblerait que finalement, je pense qu'on peut à peu près clore le grand débat historique. Enfin, le grand débat, c'est on a voulu opposer 2 philosophes qui ne se sont jamais rencontrés et qui n'ont pas été contemporains, ou alors très peu. C'est le fameux débat entre Hobbes et Rousseau. Hobbes de son côté qui défend cette vision d'un homme mauvais qui a besoin et qui est rendu bon par la société, et Rousseau qui soutient la thèse totalement inverse d'un homme qui est bon à l'origine mais qui serait perverti par la société. Alors je dis pas que les
il y en a un qui a raison que l'autre a tort, parce que bien sûr c'est toujours beaucoup plus subtil que ça, mais en l'occurrence il semblerait aujourd'hui que, aujourd'hui comme avant d'ailleurs, hein, c'est une question de recherche, etc., qui ont été faites depuis, et il semblerait que la balance elle penche quand même plus du côté de Rousseau. Plus Rousseau qui gagnerait quand même à l'heure actuelle. Après il les voyait un peu comme des mecs un peu teubés et naïfs, hein, mais... Oui bien sûr, c'est le mythe, il le dit lui-même, c'est le mythe du bon sauvage. Du bon sauvage, c'est le bon sauvage qui est naïf, qui est candide, enfin voilà, c'est... Mais oui, clairement, ça tombe plus vers lui, mais en retirant le côté débilos du sauvage, quoi. Voilà, moi sauvages, je voulais juste faire cette petite critique parce que malheureusement il est clair que beaucoup de récits post-ap se font l'écho de cette philosophie. Oui. Et je l'ai dit tantôt, elle est vraiment mortifère, et elle donne une image épouvantable de l'état de nature, et également aussi bien sûr de la nature humaine, qui semble être d'ailleurs à 100 000 lieues des réalités qui sont constatables sur le terrain. Enfin bref, c'est juste que ça se vend moins bien du post-apo où ça se passe bien, je pense. Mais bien sûr, alors justement, j'allais y venir, je vais en parler, mais... Merde, faut que j'arrête de parler, effectivement. Non, t'inquiète, non, c'est pas grave. Mais pour rebondir, c'est vrai que les œuvres qui décrivent des groupes d'hommes profondément violents et qui profitent du chaos pour imposer leurs lois et s'approprier les ressources des autres survivants, il y en a plein. Moi je vais citer ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est The Walking Dead. Oui, bien sûr. Pour le coup j'ai pas lu les comics, j'ai vu la série et j'ai pas tout vu, je me suis arrêté à un certain moment, mais l'intérêt de l'œuvre pour le coup dans The Walking Dead, elle se trouve justement là-dedans, dans la découverte que souvent en fait l'homme peut être bien, mais alors bien plus dangereux que des hordes de zombies. Voilà, c'est à coup de trahison, de massacre, les règles du jeu ont changé, et là pour le coup dans The Walking Dead c'est très clair, c'est la loi du plus fort qui s'est imposée. On revient à l'homme et un loup pour l'homme. Alors je sais bien hein, que si dans les récits post-ap tout se passait bien et que tout le monde vivait en harmonie, on se ferait grave chier. Oui, c'est ce que j'allais dire. On se ferait chier de ouf. C'est que la violence est vendeuse aussi, hein. C'est le point sur lequel je voulais rebondir quand elle allait avoir fini. C'est que dans le cas de Walking Dead ou des films post-ap qui sont ultra violents, enfin qui montrent plutôt une société ultra violente, c'est que au cinéma la violence fait vendre. Et que oui, bien sûr. Les spectateurs, mais même moi le premier, bien malheureusement, on est plus apte à aller voir quelque chose de violent, de sombre, etc., que quelque chose, on nous dit non, regardez, ils ont fait un petit potager, ils ont irrigué, ils ont de l'eau, tout va bien. Ah mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on a même tendance en ce moment à trouver que tout s'édulcore un petit peu et que la violence est de moins en moins montrée telle quelle au cinéma. Mais c'est parce que le cinéma ça reste une fiction, donc c'est vrai que c'est cool entre guillemets d'avoir une bonne scène de baston, une bonne scène de course-poursuite dans le désert avec des punks qui boivent de l'essence et qui le crachent dans leur moteur. Là aussi, voilà, bien sûr. C'est pour ça qu'on va voir Mad Max, merde. Et pour la guitare en feu aussi. Du coup, le fait d'avoir dit ça, le fait d'avoir dit que si tout le monde vivait en harmonie, on se ferait chier, ça pose le pourquoi de cette critique. Finalement, oui, si j'admets que faire cette critique, c'est un petit peu hypocrite, que ça serait pas intéressant s'il y avait pas un minimum de conflit, etc. Ce que je pense est vrai. En fait, c'est pas vraiment une critique, c'est plutôt un avertissement au final. C'est un avertissement, je vous dis, attention à ne pas prendre les comportements humains qui sont présentés dans des œuvres de fiction comme étant forcément, pas une expression, je dirais même un reflet plutôt de ce qui se passerait dans le réel. L'humain, faut pas oublier que c'est avant tout un animal social dont les relations sont davantage basées sur la coopération et l'entraide plutôt que la compétition, même s'il y en a un petit peu. Et ça, je pense que c'est pas trop mal de le garder à l'esprit, surtout si vous voulez vous lancer dans le post-ap, qui vaut le coup d'ailleurs. Ce que je viens de dire n'enlève rien au mérite du post-ap, bien au contraire. Mais ça reste, comme tu l'as dit, de la fiction. Il faut pas ça reste de la lettre ce qu'est la fiction. Oui, non, quelle qu'elle soit. Ce serait comme dire que les films policiers, les flics sont toujours habillés avec des lunettes noires et des cafés à la main, quoi, et qui touchent les cadavres comme ça sans gants ni rien, quoi. Surtout dans le... dans qu'ils servent à quelque chose aussi. Je parlais plutôt de la PJ, Ben. Surtout dans le cinéma américain, enfin le cinéma grand public américain, j'entends, qui assume d'avoir des stéréotypes. Des personnages très stéréotypés, très caricaturaux. Oh là, oui.
Donc Oui. tu regardes dans, ne serait-ce que, tiens, on parlait de Mad Max, dans Mad Max 2, t'as les gentils exploitants de pétrole qui aiment pas trop tuer les gens parce que c'est pas très bien, mais ils aimeraient bien qu'on les laisse tranquilles. Et puis t'as les méchants barbares qui ont une manière de s'habiller et de conduire. Dans la réalité, ils sont tous morts de froid ou d'une connerie Ouais, bien bien sûr. avant que la société en arrive là. Mais voilà, on a des personnages très caricaturaux qui, comme tu le disais très bien, sont vraiment loin de ce qu'on aurait dans une réalité post-app. Et heureusement, putain. Oui, bah oui, parce que moi je me fous en l'air, hein, franchement, si ça tourne comme Ah ça. bah, ça vaut plus le coup. Après, c'est clair que là, ça devient la misère. Ça devient la misère. Autant participer, du coup, si c'est la misère, et s'habiller en punk aussi, du coup. Ils ont l'air de beaucoup plus s'amuser que les petits exploitants de pétrole. Exactement. Ah, mais par contre, ils s'éclatent, hein. Mais cela dit, et comme ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé ma présentation, je vais la finir comme Vas-y, je t'en prie, c'est vrai qu'on comme digresse, veut la mais, tradition par une présentation, la présentation d'une œuvre. Yes. En fait, et une œuvre littéraire en l'occurrence. Alors j'ai beaucoup hésité parce que j'ai vraiment lu énormément de choses de post-app, enfin lu et vu, hein, j'aurais pu présenter un film également. J'ai beaucoup hésité entre Métro 2033, La Route et un troisième ouvrage, et c'est clairement sur lui que s'est porté mon intérêt, c'est le roman Malville. D'accord. connais Malville, pas. c'est un roman qui a été écrit par un auteur français qui est très célèbre, qui est mort en 2004 à l'âge de 95 ans. Il s'agit de Robert Merle. D'accord. Robert Merle D'accord. qui a traité pas mal de sujets, alors j'allais dire assez différents, mais finalement aussi convergents. Bon, je vous spoil pas son œuvre parce que c'est de très très bons livres, vraiment je vous conseille de vous y jeter. Moi celui dont je vais vous parler, c'est comme je l'ai dit, c'est Malville. Malville, il a été écrit, je ne sais pas, mais il est paru en 1972. Et je dirais que Malville, si je devais résumer l'œuvre, c'est le post-app du terroir français. Ça va être fantastique. Je vais vous donner les noms des personnages principaux. Ça va vous parler. Le narrateur, c'est ah bah zut, y a pas les noms de famille là. Bon, c'est Emmanuel. Oh, je me souviens plus, mais bref, t'as le personnage, c'est Lamenoux, Momo, Pessou, Meissonnier, Colin, Evelyne, Miette, Jacquet, Cathy, La Falvine, Fulbert, Armand et Villemain. C'est génial. Ah, C'est génial. parfait. Non, mais sans déconner, très sérieusement, c'est une lecture qui est assez fascinante. J'en ai parlé avec quelques personnes qui l'ont lu également et qui pensent que ça se perd un petit peu en longueur. Mais moi, j'ai été particulièrement intéressé par la mise, disons, l'introduction entre guillemets d'un cadre post-apocalyptique dans une campagne tranquille du trou du cul de la France. Parce que c'est plutôt le genre de truc, enfin le post-app ça a plutôt tendance à se passer assez souvent soit en milieu urbain, soit dans des terres désolées, enfin avec un cadre très précis, alors que là bah, évidemment les terres sont un petit peu désolées au final puisqu'il y a eu une catastrophe, mais ça se passe quand même dans un endroit qui est pas propice, on le penserait comme ça au premier abord, à des conflits interpersonnels de grande échelle comme on les voit dans les œuvres post-app. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose avec ce bouquin, les thèmes qui sont traités, alors il y en a qui diraient oui, est-ce qu'on peut vraiment parler de science-fiction? Ben moi je pense que oui, parce que ça a été publié en 72 et l'œuvre se passe en 77. Ouais, bah du coup, oui, clairement. Ouais. Moi, à mon avis, ça mérite l'étiquette de post-app. Alors, j'ai envie d'en parler, mais en même temps, j'ai pas envie de Pas trop en dire. spoiler quoi que ce soit. Ouais, et je suis partisan, et vous le savez bien, le moins on en sait et le mieux on est surpris. Le mieux on est surpris, le mieux on se porte en effet. Donc voilà, je vous conseillerais comme lecture assez finalement, peut-être comme ça on se dirait improbable finalement, post-apocalyptique du terroir français, et pourtant ça existe et c'est de très bonne qualité. Donc Malville, écrit par Robert Merle, paru en 1972. Ça fait une présentation un petit peu succincte, mais j'avoue que c'est peut-être pas trop mal parce qu'en fait, on a déjà beaucoup parlé. Du coup, tu crées du suspense, ça donne envie d'en savoir plus. Sachez que c'est un bon pavé, il fait entre 500 et 600 pages. D'accord. Voilà. Ok.
Eh bien écoutez, je pense qu'on touche à la fin. Et bah merci De ma Ben pour cette présentation. super chronique, franchement. Ouais, c'était- merci merci. beaucoup, super Comme intéressant. à chaque fois. Ça donne envie de Merci. savoir quel prochain thème tu aborderas la prochaine fois. Et Si pour le prochaine coup, fois, désolé de l'avoir parasité comme des gros malpolis. Non, mais non. il aime ça, il aime quand on digresse. Ah, clairement, c'est j'adore sa les passion. digressions et puis c'est l'occasion souvent de rebondir. C'est ça. Puis très franchement, vos interventions, elles ont été carrément constructives. Hein. Vous avez vu qu'elles se sont merci. insérées à merveille dans le sujet. C'est Enfin, vrai, c'est comme si c'est c'était fait pour, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est comme si c'était prévu. Alors que et pas du tout, j'insiste pas du sur tout. le fait que c'est... Non, c'est absolument pas prévu. Il faut que les auditeurs le sachent. Non, mais ouais, c'était très bien. En fait, je le précise d'habitude. Là, je l'ai pas fait. Mais généralement, j'ouvre mes interventions en disant que ça me dérange absolument pas si vous intervenez, bien au Oui, c'est contraire. vrai. Ouais. Mais en fait, je viens de regarder mon petit listing. Ben, en fait, tu as fait du coup 4 chroniques, mais à chaque fois, tu les as fait avec des personnes différentes. Donc en fait, C'est vrai. ouais, c'est assez rigolo. C'est vrai. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle personne qui découvre. Bon, du coup, nos chers auditeurs, eux, te connaissent très très bien. Enfin, en tout cas, je l'espère. Parce que du coup, tes chroniques sont très très cool et très instructives. En tout cas, c'est mon point de vue personnel à moi qui était là les 4 fois, du coup. Ouais, j'espère que ça aura pas été trop. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et Ah c'est oui, moi, c'est bah voilà. Ça roule. Eh ben écoutez, du coup, merci à vous deux, merci à toi Benjamin pour ta chronique de la science-fiction, merci à toi Seb pour ta petite participation au débat et à l'ensemble de l'émission. On espère vous revoir tous les deux très vite. Sans oublier également Jules qui nous a quittés en milieu d'émission. Alors je sais pas comment je me démerderai au montage, si je ferai semblant qu'il reste jusqu'au bout ou non, je ne sais pas. En tout cas, merci à toi Jules d'avoir participé et bravo à toi pour tout ce que tu as entrepris et ce que tu célèbres ce soir. Voilà. Et Tu pourras couper certaines de ces interventions. Et ouais, je lui ferai dire semblant, au je les mettrai dans revoir, ta chronique, tu sais, pour faire précédemment, croire qu'il était là. Ouais, et tu le montes à la fin. J'avais fait ça un jour avec Franchon qui avait dû refaire sa chronique et du coup j'avais pris des interventions de Raphaël que j'avais mis derrière. Yes. Enfin bref. Ok, ça marche. Bon bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était très chouette de faire cette émission avec vous. Merci ouais, carrément, également à nos auditeurs qui nous écoutent. N'oubliez pas encore une fois que le partage est la chose la plus importante pour des personnes qui font des podcasts sur internet. Donc si ça vous a plu, partagez à tout le monde. Aux gens que vous aimez bien si vous avez kiffé. Si vous avez détesté cette émission, donnez-la aux gens que vous détestez. Comme ça leur fera les pieds. Et nous on sera contents et on aura 2-3 petites vues sur SoundCloud. Voilà, et ben écoutez, merci à vous et à très très vite. Ouais. Ciao. 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 Très bien, Il y a d'accord. Marc, la star du campement paléolithique. Ouais, Marc essaye de sauver l'été, C'est vrai que j'essaie. de sauver la saison. Venez pour nos emplois, s'il vous plaît. Non, c'est vrai que je suis en affiche du campement paléolithique cette année. Yes. Ouais. Putain, classe. c'est vrai, elle Très est classe. super cette photo en plus. Ouais, carrément. Elle, stylé. elle est assez chouette, ça. C'est Tu vrai. chasses les lions de Chauvet. C'est ça. C'est vachement paléo Et compatible. t'es torse nu du coup pour Du coup, chasser les avec lions la ou ça se vieille passe lance, comment? Non, je suis habillé en guide, c'est juste que j'avais une lance dans les mains, je devais faire n'importe quoi avec, je pense, et j'étais pris en photo à ce moment-là. Et du coup, comme la photo est stylée, ils l'ont mis en affiche des animations de cet été. Voilà. Mais c'est Ah ça s'appelle le talent ça. c'est ça, exactement. Grave. Tu sais, c'est comme dans I Met du Your coup, Mother, quel que soit le moment où tu prends la photo, Barney est toujours classe. Ouais, c'est ça, Et exactement. Marc c'est pareil.